Imagine-toi assis sous un fromager, au Sénégal, le sol rouge et poussiéreux sous tes doigts. Devant toi, un plateau de bois creusé de 12 trous, rempli de graines de tamarinier luisantes. C'est l'awalé, un jeu de stratégie si ancien qu'on le jouait déjà du temps des pharaons égyptiens, il y a plus de 4000 ans. Chaque fois que tu déplaces une graine, tu reproduis un geste millénaire, un geste qui raconte l'histoire du commerce, de la diplomatie et de la pensée collective africaine. Le panafricanisme, ce n'est pas seulement une idée politique née au XXe siècle dans les salons de Londres ou de Paris. C'est aussi une expérience sensorielle, un réseau de saveurs, de textures et de sons qui relie les peuples du continent depuis des siècles. Les extraits de la bibliothèque Alkebulan Academy, bien que fragmentaires, nous offrent des indices précieux. Dans 12 Years a Slave, nous lisons le témoignage d'une vie déchirée par la traite, mais aussi la résistance d'une culture qui refuse de mourir. Dans Africa Slave Trade, le récit de Frank parmi les ranchereaux montre comment les identités se mêlent dans l'Amérique du XIXe siècle, tandis que African American Poetry évoque les chants et les prières d'un peuple en exil. Ces textes, bien qu'ils ne soient pas des traités politiques, nous parlent de résistance, de mémoire et de création. Aujourd'hui, nous allons aborder le panafricanisme non pas par les discours des congrès, mais par le jeu, le goût, l'odorat et le toucher. Nous allons toucher les graines de l'awalé, sentir l'encens de la corne de l'Afrique, goûter le gombo et le mil, et écouter les rythmes du tambour. Car l'unité africaine s'est aussi construite dans les gestes quotidiens, dans les échanges commerciaux et dans les loisirs partagés. Ce cours te propose un voyage sensoriel à travers le temps et l'espace, pour comprendre comment les jeux et les sens ont façonné une conscience collective, bien avant que le mot « panafricanisme » ne soit inventé. Prépare-toi à toucher, sentir, goûter et écouter l'histoire, Sepp l'awalé et le mankala, stratégie, commerce et pensée collective. Le premier geste de ce cours est un geste de jeu. L'awalé, ou mankala, est un jeu de société qui se joue sur un plateau à 2 rangées de trous, avec des graines ou des pierres. Son nom vient du mot arabe, nakala, qui signifie « déplacer ». Ce jeu est présent dans toute l'Afrique, de l'Égypte ancienne à l'Afrique du Sud, en passant par le Ghana, le Cameroun et l'Éthiopie. Dans le document 12 Years a Slave, nous lisons le récit d'un homme qui, arraché à sa terre, emportait avec lui les règles du jeu apprises dans son enfance. Le jeu n'est pas un simple divertissement, c'est une école de la pensée stratégique et de la gestion des ressources. Chaque graine représente une unité de valeur, un sac de mil, une tête de bétail. En jouant, on apprend à compter, à anticiper, à négocier. Histoire de routes commerciales qui reliaient l'Afrique à l'Asie et à l'Europe, bien avant la colonisation. Ces routes étaient aussi des routes de l'unité. Les marchands Swahili, les Touaregs, les Haoussa créaient des réseaux d'échange qui mélangeaient les cultures. Le panafricanisme, c'est aussi cette histoire de métissage culinaire. Le gombo, originaire d'Afrique de l'Ouest, est devenu un ingrédient central du gumbo louisianais. Le mil, le sorgho, le riz africain ont nourri les esclaves dans les Amériques, et leurs descendants ont transformé ces ingrédients en plats identitaires. Dans l'African American Poetry, les poèmes parlent de « soul food », une cuisine qui est à la fois un héritage et une résistance. En goûtant un plat de gombo aux écrevisses, tu goûtes l'histoire de la diaspora. Le panafricanisme sensoriel nous apprend que l'unité africaine ne se réduit pas à une idée politique abstraite. Elle se vit dans les cuisines, dans les marchés aux épices, dans les gestes de la préparation des repas. Les échanges culinaires entre l'Afrique, les Amériques et les Caraïbes sont la preuve vivante que les peuples africains ont toujours été connectés, malgré la violence de la traite. En apprenant à reconnaître les saveurs de l'Afrique, on apprend à reconnaître une histoire commune, Sepp le toucher des textiles, Kant, Bogolan et identité panafricaine. Après le jeu et la nourriture, le troisième sens qui nous guide est le toucher. Passe tes doigts sur un tissu Kant, originaire du Ghana. Tu senses les bandes de soie et de coton tissées à la main, les motifs géométriques qui racontent des proverbes et des histoires de royauté. Le Kant est un symbole panafricain. Il a été porté par les leaders de l'indépendance, comme Kwame Nkrumah, et il est aujourd'hui porté dans les diasporas africaines lors des cérémonies de remise de diplôme ou de mariage. Le bogolan, ou tissu boueux, du Mali, a une texture rugueuse, teintée avec de la boue fermentée et des décoctions de plantes. Chaque motif a une signification, le crocodile symbolise la force, le serpent la sagesse. Toucher ces tissus, c'est toucher une histoire de techniques artisanales transmises de génération en génération.
Dans le document Frank Amon the Ranchero, le personnage de Frank rencontre des artisans mexicains qui tissent des couvertures et des ponchos. Mais le texte nous rappelle aussi que les techniques de tissage ont été apportées en Amérique par les esclaves africains. Les couvertures, indigo, teintes avec une plante africaine, étaient un marqueur de statut dans les plantations. Le toucher des textiles africains nous connecte à une économie de l'échange et de la création. Les étoffes étaient échangées le long des routes caravanières, de Tombouctou à Djenné, de l'Afrique de l'Ouest à. Aller plus loin dans cette approche sensorielle du panafricanisme, nous devons examiner comment les jus, les saveurs, les textiles et les odeurs ont été utilisés comme outils de résistance et de réaffirmation identitaire dans le contexte de la traite atlantique et de la colonisation. Le document 12 Years a Slave nous offre un témoignage direct des conditions de vie des esclaves dans les plantations américaines. Le narrateur, Solomon Northup, décrit comment les esclaves utilisaient des champs de travail et des comptines pour communiquer entre eux, malgré l'interdiction de parler leur langue maternelle. Ces chants étaient une forme de jeu vocal, un code secret qui permettait de transmettre des informations et de maintenir un lien avec la culture africaine. De même, les jeux de Mancala étaient souvent joués en cachette, dans les quartiers des esclaves, comme un acte de résistance culturelle. Le plateau était creusé dans la terre, les graines étaient des cailloux ramassés dans les champs. Ce geste simple, répété chaque soir, maintenait vivante la pensée stratégique africaine. Dans Frank Amon the Ranchero, nous voyons comment les échanges entre les cultures créent des hybridations. Frank, un jeune américain, apprend à jouer à des jeux mexicains et amérindiens, et y partage ses connaissances. Cela nous rappelle que le panafricanisme n'est pas un essentialisme figé. Il est dynamique, ouvert aux influences extérieures, mais toujours ancré dans une matrice africaine. Les cuisines créoles, par exemple, sont le résultat de mélanges entre les ingrédients africains, européens et amérindiens. Le gumbo, le jambalaya, le calalo sont des plats qui racontent l'histoire de la diaspora. Le panafricanisme sensoriel nous permet de comprendre que l'unité africaine est une unité dans la diversité. Les textiles Kant et Bogolan sont aujourd'hui portés par des Africains de toutes les régions, mais aussi par des Afro-Américains et des Afro-Caribéens. Ils sont devenus des symboles de solidarité panafricaine. Lors de la conférence de Bandung en 1955, les délégués africains portaient souvent des vêtements traditionnels pour affirmer leur identité face aux puissances coloniales. L'odorat, enfin, est un sens souvent négligé dans l'histoire. Pourtant, les Africains déportés emportaient avec eux des graines de plantes aromatiques, des recettes de mélange d'épices. L'odeur du curry, du piment, du gingembre dans les cuisines des Caraïbes est une odeur africaine. Les rituels de fumigation, avec de l'encens ou de la sauge, sont pratiqués dans les religions afrodiasporiques comme le candomblé ou la santeria. Ces pratiques sont des héritages directs de l'Afrique. En approfondissant cette approche, nous pouvons également étudier les travaux d'Histo.